On va commencer par l'équipe de Sfax avec Salma Chalfeddine. Alors, il faut dire que Salma, non seulement on va nous faire, on est sûr, une communication scientifique de haute voltige, mais Salma s'est beaucoup impliquée. Moi, je propose, c'est exceptionnel, hein, mais on va applaudir Kbal Matmata. Vraiment, elle courait à droite et à gauche, et en plus, il fallait préparer ces topos de très haute qualité. Salma, mille merci, et donc tu vas nous permettre, grâce à ta présentation du cas clinique, qu'on rentre directement dans le bain de la dysfonction biventriculaire et comment on la prend en charge. Merci beaucoup, Salma. Donc, merci, professeur Mbaza, merci, cher modérateur. Moi aussi, je remercie notre audience, puisque d'y être ici avec notre congrès STCCCV 2024. C'est toujours un plaisir pour nous de se voir. C'est un événement incontournable. Et oui, c'est la session de clôture, mais c'est toujours un plaisir d'y être ici. Et c'est une belle clôture puisque c'est aussi la session de notre service du CHU, service de cardiologie, du CHU Edichek Sfax, puisque cette année-là, on a quand même essayé d'impliquer certains centres pour faire des sessions réellement de pratique pour discuter de nos problèmes quotidiens. Et là, réellement aussi, de présenter ce cas, de discuter avec mes mentors, amis et collègues, notamment professeur Abid et puis professeur Feres Badr, je ne sais pas s'il est encore ici, et Hatem Suleiman qui est connecté. Mais aussi, puisqu'on travaille en team, on a notre ami radiologue, professeur Wim Free avec nous. Et là, je vais justement, sans aucun conflit d'intérêt, présenter un cas très pratique d'un jeune patient âgé de 23 ans qui s'est présenté pour une cardiomyopathie dilatée avec une dysfonction ventriculaire sévère à 20% diagnostiquée depuis 2023. On a essayé d'optimiser au maximum son traitement de l'insuffisance cardiaque en chronique avec le sacubitril/valsartan à 50 mg x 2 par jour, le spironolactone à 25 mg par jour, la dapagliflozine à 10 mg, l'ivabradine à 5 mg x 2 par jour, bisoprolol à 25 mg par jour, puisque quand même on était assez limité pour l'optimisation des bêta-bloquants, et la dose de fond de furosémide de 80 mg par jour. Alors, ce patient-là, il a quand même évolué de façon favorable pendant quelques mois, et puis en avril 2024, il débarque pour une insuffisance cardiaque congestive, nécessité de mettre sous traitement juste du diurétique IV en doublant la dose, triplant la dose, une bonne réponse, et puis on réoptimise le traitement. Alors juste après, et là, c'est tout récent, il y a quelques semaines de ça, ce patient-là, il débarque aux urgences avec des signes réellement d'hypoperfusion, des douleurs abdominales, de l'asthénie, un vomissement et puis de l'oligurie. Et là aussi, il était orthopnéique, décrépitant, fin au niveau des bases, une hémodynamique qui était assez stable, mais avec une pression artérielle moyenne à 50 mm de mercure. Il était tachycarde à 115, sans plus d'anomalies sur la biologie, comme vous voyez ici, sauf des NT-proBNP à 1200, le reste, il n'y avait pas grand-chose. Alors on fait l'échographie cardiaque, et là, c'est l'échographie toute récente, et vous voyez cette dilatation du ventricule gauche avec une dysfonction ventriculaire sévère, globalement hypokinétique, avec un ventricule droit qui est aussi dilaté. Et on essaie d'évaluer un tout petit peu les différents paramètres. On voit très bien qu'on a un bas débit cardiaque avec une ITV sous-aortique à 9 cm, un débit calculé à 1,8, un index cardiaque à 1,8 litres par minute par mètre carré, et puis un strain longitudinal global du ventricule gauche qui est effondré à moins 6%. De façon globale, et sur un fluidité qui est modérée en moyenne, on voit très bien qu'on a une PAPS à 70 mm de mercure avec une veine cave dilatée non compliante. Et on regarde encore le ventricule droit qui est un peu dilaté avec un index VDVG à 0,6, mais aussi une fraction de raccourcissement à 30%, un peu abaissée. Un TAPSE qui est quand même préservé, une onde S normale, mais en regardant le strain de la paroi libre du ventricule droit, on voit que la base, on a un strain qui est quand même assez préservé. Au niveau de segment médian et apex, on a une altération du strain de cette paroi du ventricule droit. Alors ma première question qu'on s'est posée, puisque c'est un patient qui est hospitalisé en unité de soins intensifs,
qu'en est-il de la prise en charge en urgence? Et là, on a les recommandations de la Société européenne de cardiologie. On regarde réellement si on est sur la congestion associée à l'hypoperfusion ou non. Et on voit très bien que plus, dans ces cas-là, avec les diurétiques IV, on doit considérer autant inotropes ou bien vasopresseurs. On a une panoplie de drogues qui existent chez nous en Tunisie. Et là, la question est toute récente, puisque réellement il y a eu un débat vasopresseur, inotrope. On sait très bien, puisque le professeur Mbazar nous a présenté autant de présentations dessus. Mais vous voyez que chez ces patients-là hypoperfusés, avec un pré-choc cardiogénique, une insuffisance cardiaque avancée, vous voyez qu'en first line, si on a des patients en hypotension, il faut commencer par la noradrénaline et puis après on considère dobutamine ou bien les autres tels que le lévosimendan. Et en seconde ligne, c'est l'association des deux. Alors aussi un papier tout récent et on regarde très bien si on a une pression artérielle moyenne qui est inférieure ou égale à 65 mm de mercure. Là, c'est commencer par la noradrénaline et puis on évalue toujours nos patients. Et réellement, il faut considérer le support cardiaque mécanique assez précocement. Et faites attention aussi à cette histoire de dépendance aux inotropes. Si c'est un patient qu'on n'arrive pas réellement à sevrer dans les 72 heures, là, il faut considérer aussi ces moyens de support hémodynamique assez précoces. Alors, chez notre patient, en hypoperfusion, congestion, on a arrêté le sacubitril/valsartan, les bêta-bloquants, on a augmenté les doses de diurétique IV, association noradré de butamine, et puis l'évolution a été marquée par une amélioration clinique, un arrêt sur 3 jours progressif. Et au follow-up échographique, vous voyez ici qu'on a toujours ce bas débit cardiaque, avec une amélioration de l'HTAP, on était à 90, là on est à 65, avec une veine cave qui n'est plus dilatée qu'ampliante. Et là, on a la chance d'avoir dans notre service, avec professeur Abid, mais aussi avec professeur Adid qui est expert dessus, si Absley, cette impédance cardiographique qui nous aide pour l'évaluation de ces patients-là, insuffisants cardiaques. Et chez ce patient-là, vous voyez que même si on a amélioré le TFC, le fluide intrathoracique, là, quand même, on est toujours sur un index cardiaque très, très bas et aussi, on a des résistances super élevées. Et là, réellement, ce qu'on fait, c'est d'essayer d'optimiser le sacubitril/valsartan, de reprendre et d'optimiser la dose de sacubitril/valsartan. On reprend un tout petit peu les bêta-bloquants en optimisant la dose de l'ivabradine à 7,5 fois 2 par jour. Et on revient aussi au miré d'apagliflozine en association. Et puis après, ma question ici, ces traitements-là, chez un patient en insuffisance cardiaque avancée, mais aussi worsening qui est en train de s'aggraver, de décompenser, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on a plus de traitements médical pour améliorer sa prise en charge? Et là, cette question-là, elle va être débattue par ma chère maître et amie, professeur Abid. Alors, insuffisance cardiaque avancée, là on le sait, c'est un patient qui persiste symptomatique avec une dysfonction ventriculaire gauche sévère, mais aussi qui nécessite de fortes doses de diurétique et qui fait autant d'épisodes d'hypoperfusion, de bas débit cardiaque dans l'année. On essaie d'optimiser le traitement médical, mais vous voyez dans ce registre-là, HELP, quand même sur 700 patients insuffisants cardiaques à effet réduite, on n'est pas autant optimal. On a seulement 40% des patients qui prennent le MRE, 40% qui sont sous IEC ou bien ARNI. Et c'est essentiellement dû à une pression artérielle qui est limitée. C'est essentiellement dû aussi à une aggravation de la fonction rénale qui, quand même, nous limite un tout petit peu. Et si on regarde aussi le Intermax Profile de ce patient-là, on est chez un patient symptomatique au repos, on est au stade 4. Et réellement, ce patient-là, on l'a mis sur la liste de greffe. Mais là, en Tunisie, on est quand même un peu limité parce qu'on n'a pas ce don systématique de greffe. Et c'est un patient qui réellement attendait depuis 2023. On n'a jamais eu, il n'a jamais été appelé. Et il fait quand même 2 hospitalisations. Alors, que faut-il faire? Et là, on a toute l'assistance qu'on connaît, la LVAD. La LVAD qui est indiquée chez ces patients-là qui sont symptomatiques avec une effet inférieure à 25%, qui font plus de 3 hospitalisations en bridge to transplant. Mais la question derrière, et je pense professeur Bedr va en discuter, puisqu'on a cette altération du ventricule droit associée. Et on en voit autant chez nos patients, puisque là, le VD, il n'est pas autant normal. On a un ventricule droit qui est un peu dilaté. On a une fonction ventriculaire droite qui commence à s'abaisser. C'est la multimodalité qui peut-être va nous aider.
on va le voir avec notre ami radiologue, mais aussi la question qu'on se pose, où on est au jour d'aujourd'hui par rapport à cette assistance biventriculaire élevée pour améliorer ces patients en bridge to transplant. Alors, mes take-home message, c'est que réellement, c'est juste un cas pour se débattre après du traitement médical, de l'assistance en attente de la greffe, de l'amélioration du diagnostic avec l'imagerie, et que ces patients-là, assez avancés, avec une mortalité assez élevée, qui réellement, on les optimise un tout petit peu avec le traitement médical, mais on espère encore plus améliorer la survie et la qualité de vie en attente de la greffe. Et la question reste encore le ventricule droit. Que faut-il faire en cas d'insuffisance ventriculaire droite associée? Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On va mettre la discussion à la fin. Et on a le privilège et l'honneur d'avoir Hatem Boumari qui doit se connecter pour faire sa présentation. Hatem est évidemment connu dans le monde entier parce qu'il a fait énormément avancer les ultrasound assessments dans le cardiogenic shock. Et j'ai cru comprendre aussi qu'il a été... You were just elected for the General Secretary of the one of the most important association of ESC. Hatem, thank you so much being with us. And we are not going to force you to do the presentation in French, but we are going to listen to all what you are going to say. Again, we are honored to have one of the toppest experts in the world in this area. Professor Mabazza, thank you very much. It's a real honor and privilege to be in the session with you, and I'm very sorry that I was not able to come in person because of some compelling family circumstances. I'm actually in Alexandria now, but yeah, everything is okay, and honor to be with you in the session, and thank you for the invitation to you, to Professor Leila Abeid, Professor Salim Abdessalam, Professor Salma Sharafuddin. And in the next 12 minutes or so, I'm going to go through a very brief overview of utilizing echocardiography and ultrasound in evaluating patients with cardiogenic shock. I have no disclosures, and the outline of the talk is to briefly discuss the assessment of shock using echo with a focus on the assessment of perfusion, which is the foundation of hemodynamic assessment in shock, with discussion of some of the pitfalls of the use of Doppler in evaluating these patients, and we will finish with some take-home messages. And to demonstrate the approach, I'm going to discuss a case. This is a real case we had a few years ago, 55 years old gentleman who was referred to us from another hospital. After presenting to them with fever, raised inflammatory markers, he was warm on the edges, and he was hypoperfused with signs of increased markers of hypoperfusion, increased lactate, base excess. He was also acidotic. His troponin was mildly elevated, and he was hypotensive and hypoxic. And you can see the first basic transthoracic echocardiogram, parasternal long axis view, is clearly showing biventricular dysfunction. But actually, reliance on contractility in this context could be misleading, because we know that we can have preserved contractility with profound hemodynamic instability. And that's why contractility parameters, and the most famous amongst them is the ejection fraction, can be unreliable in the context of shock because it's affected by preload, by afterload, by heart rate, and it has limited reproducibility, and it is not in any of the definitions of shock. And you have here two different examples. This is a transesophageal echo, obviously. On the left-hand side, on your left-hand side, you see a patient who has what seems to be a preserved left ventricular ejection fraction, but this patient was in a full-blown state of cardiogenic shock. And that's obviously because of severe acute mitral regurgitation due to flail of the mitral leaflet, and also right ventricular dysfunction, which was contributing to the underfilling of the LV and the appearance of the preserved LV systolic function. On the right-hand side, a completely different patient with reduced ejection fraction, quite reduced, and despite that, he was having a very stable hemodynamics and stable cardiac output.
That's why when we evaluate shock, we have to use other parameters. We have to think of perfusion. And that is usually the first parameter that I evaluate when I encounter a patient with clinical suspicion of shock. So VTI assessment by pulsed wave Doppler, very useful at the bedside, validated against standard hemodynamic and the gold standard pulmonary artery catheter. But we have to be aware of several pitfalls that can make this parameter potentially misleading. We have to optimize the apical 5-chamber view to align the angle of interrogation and the sample volume with the direction of blood flow to reduce the Doppler angle. And we have to also be careful about other important pitfalls. For example, if you have systolic acceleration across the LVOT, that will increase the LVOT VTI in the context of obstruction and systolic acceleration, despite having shock. And that's why if you have a patient with SAM or systolic anterior motion, as you can see here, you should not use LVOT VTI as a parameter to evaluate cardiac output because it will be misleading and it will be overestimated. And in fact, in our cardiac care, systolic obliteration or dynamic obliteration at the LVOT or mid-ventricular cavity is not uncommon. It can be seen in several hemodynamic situations, whether in sepsis or vasoplegia after cardiac surgery, in the context of mitral valve surgery, concentric left ventricular hypertrophy with thickening of the wall of the ventricle, especially the thickening at the base of the septum, and also patients with small left ventricular cavity. And obviously patients on inotropes can develop obstruction because of the inotropes, especially if the RV fails. And we always have to consider assessing the LV function in the context of right ventricular function because of the concept of interventricular dependence. And that's the other example of dynamic obstruction at the mid-cavity of the ventricle. This time it's not at the LVOT, it's at the mid-cavity. And that was a post-cardiac surgery patient after coronary artery bypass grafting. And you can see that the right ventricle is not functioning well. And that was contributing to the mid-ventricular obstruction of the LV cavity. And obviously, this is a category of patient that's impossible to identify without echocardiography. And once you identify it, your management will change dramatically because everything you do for cardiogenic shock will make this situation worse. For example, you should not remove fluids from these patients. You should give fluids. You should not increase inotropes. Otherwise, you will increase the obstruction. You should instead reduce or stop inotropes if possible. Increase afterload by vasopressors, which do not have inotropic effect, and also potentially reduce heart rate, whether by beta blockers, if the blood pressure will tolerate, or by pacing. And even the VTI itself as a parameter to evaluate stroke volume, and despite being a surrogate for stroke volume, which was validated in several studies, it can be misleading because the number itself can mean different meanings in different clinical contexts. We know that the range of the LVOT VTI is between 18 and 22 centimeters, but if you have a patient with a VTI of 20 in the context of sepsis, that's an abnormal VTI, although the number is within the normal range. But in a patient with sepsis or vasoplegia, you would expect much higher VTI. Therefore, if I see a patient with vasoplegia or sepsis with a VTI of 20, I usually think of a concomitant cardiac dysfunction on top of the sepsis. Also, if you see the patient with a VTI of 20 in someone with significant aortic regurgitation, that's an underestimated VTI because you expect much higher VTI in the context of severe or moderate aortic regurgitation. And when we also look at the stroke volume assessment, it is not only determined by the VTI, it's also determined by the area of the LVOT. So when you have a patient with reduced VTI, before jumping into the conclusion that stroke volume is reduced, make sure you look at the LVOT area and make sure the area is not big, because if patients have normally a dilated or big LVOT diameter, that can compensate for a low LVOT VTI, achieving a normal stroke volume. And the final message regarding the VTI, that it is not a specific parameter for the left ventricle, although it is measured on the left side, but it can mean either left ventricular dysfunction or right ventricular dysfunction or biventricular dysfunction. And to identify the chamber limiting cardiac output, which is an important question, we need to go back into physiology and look at the cardiac time intervals.
And that is the total isovolumetric time, the time in which the heart neither fills nor ejects. And it is basically the wasted time of the cardiac cycle. And it has been validated mainly on the left side as a marker of myocardial efficiency. So if you have cardiogenic shock due to left ventricular failure, you will certainly have prolongation of the total isovolumetric time, which indicates reduction of both the active filling and the active ejection times. And that was validated many years ago by the godfather of ecophysiology at the Brompton, Professor Derek Gibson, who unfortunately died a few years ago, in patients with dilated cardiomyopathy who underwent dobutamine stress testing, and they found that the total isovolumetric time in these patients had a strong inverse relationship with cardiac output and was a major determinant of cardiac output. And you can do this at the bedside by echo-guided pacing optimization, by optimizing the heart rate. In this case, we increase the heart rate, the DDD pacing rate from 100 to 110. We increase the atrioventricular delay from 150 to 240. And that led to improvement of the filling time, improvement of the ejection time, and reduction of the total isovolumetric time. And that ensures that you are effectively optimizing hemodynamics using echocardiographic guidance at the bedside in cardiogenic shock. And the next concept that I would like to touch upon, which is the ventricular-arterial coupling, which means that in normal physiological states, there is a normal preserved relationship between the left ventricular contractility or elastance and the aortic elastance. And when you have shock, you will have uncoupling between the LV contractility and the arterial elastance. And in this unpublished work, we described a protocol to evaluate and guide the hemodynamic management with vasopressors, inotropes, even beta blockers, depending on the measurement of the relationship between ventricular end systolic elastance and arterial elastance. And this can basically be done by basic echocardiographic parameters at the bedside. You just need the systolic and diastolic blood pressure, the stroke volume, the pre-ejection time and the total ejection time, and the ejection fraction. And this is an open access application designed by Pietro Bertini, which is available on both the Google Play and the App Store. You can see in this app, we assessed the VA coupling before and after levosimendan, and the coupling relationship improved from 2.9, which is severely abnormal, to 1.5, which is almost close to normal values. And the final part, very briefly, because we are talking about biventricular function in this session, is the role of the right heart, which is fundamental in shock. Also using pulsed wave Doppler, we can evaluate a lot of pulmonary arterial hemodynamics. We can assess the pulmonary vascular resistance, especially when we see this mid-systolic notching, which indicates significant elevation of pulmonary vascular resistance, which improves with pulmonary vasodilators, and also the phenotype of the mid-systolic notch and the peak velocity after the notch was found to correlate with outcome and survival in these patients with pulmonary hypertension. So the pre-systolic or the mid-systolic notch peak velocity before the notch is determined by the pulmonary artery compliance, and the peak velocity after the notch is determined by right ventricular performance. And that's why when you don't see notch at all and you see just a very sharp upstroke and very sharp downstroke, that is the phenotype of the worst survival in patients with pulmonary hypertension. And this is another interesting sign in patients with restrictive right ventricular physiology with severe elevation of right ventricular end diastolic pressure, where the pulmonary valve opens during atrial contraction, causing this antegrade pre-systolic A wave. And finally, you can use pulsed wave Doppler to evaluate hemodynamics in patients with shock to determine significant elevation of LV-EDP. In this case, there was a suppression of early filling, and there was only isolated A filling with atrial contraction, which indicates very high LV-EDP on transmitral flow Doppler, and that indicates that you should keep this patient in sinus rhythm, otherwise they will decompensate, and also using color M mode and continuous wave Doppler to assess for the degree of LV-EDP elevation. And we know that mechanical ventilation itself can dramatically affect right ventricular function, and in this case, it caused acute cor pulmonale with right ventricular dilatation and reduction of right ventricular stroke volume. And also it disturbed the RVPA coupling, which is determined by the relationship of the TAPSE and the PA systolic pressure. And finally, it's all about the integrated approach, combining cardiac, lung,
and also systemic venous ultrasound. And in this algorithm, a few years ago, we provided a stepwise approach to implementing Doppler, even strain imaging in assessing patients with shock to differentiate the 4 main phenotypes of shock. And if we combine all these parameters, I think we have better objective ability to have these many pieces of the jigsaw puzzle to understand our patients' hemodynamics at the bedside. And finally, very delighted to share this with you, our latest work, a collaboration with 57 distinguished authors from around the world, and amazing co-editors from Italy and Brazil, and this book is now available on Springer website. And this is our next exciting project, which provides a deep dive into Doppler hemodynamics with case-based discussions of complex Doppler pitfalls. Because I believe Doppler is an art, can be very useful at the bedside, and we are trying to revive the art of Doppler echocardiography. My final take-home message, I hope I was able to convince you that echo in critical care should go beyond the heart. It should be multi-organ. And this is basically not a diagnostic echo. So this is not a replacement for comprehensive diagnostic echocardiogram. This is targeted point-of-care assessment, although it is very advanced. And it basically requires good understanding of physiology. Before we teach our colleagues, fellow students, we teach them physiology first before teaching them ultrasound. And we should be very cautious and cynical about the pitfalls, because many of these pitfalls can invalidate our measurement. And we obviously need to work on more training and accreditation to make sure our colleagues are performing this safely at the bedside, especially in our complex critically ill patients. And this is an area of evolving research, which is exciting, and we're hoping and looking forward and working on further research and validation. And thank you very much for your attention. Thank you very much, Hatem, and thank you again of bringing physiology together with imaging, and this is really what the young generation should really understand. Hatem, if you can stay around, the discussion will be at the end. It's now my pleasure to introduce Professor Feki. She's professor of imaging and radiology, and she will tell us more about the additional imaging in this session on biventricular dysfunction. I think she will speak in French for Hatem. سامحني مشيت بالانجليزي ما نعرفش علاش اما فوالا فهمنا الكونسيبت. No problem at all. Les diapos sont en anglais, je vais parler en français. Je remercie tout d'abord en fait les organisateurs ainsi que mes amis cardiologues du service de cardiologie du CHU et du check-up de Sfax de m'avoir associé à cette belle session pour clôturer en fait ce beau congrès qui est en fait la dysfonction biventriculaire et en fait le rôle du radiologue dans l'imagerie de cette dysfonction. En fait, la littérature n'est pas très riche en voyant la dysfonction biventriculaire, encore en rajoutant le mot imaging. Et surtout, quand on rajoute l'IRM cardiaque, on voit que les publications, c'est que 13 publications sur PubMed. Bien sûr, puisque je suis là, donc l'imagerie a un rôle crucial dans ces insuffisances cardiaques avancées. Et on voit bien que l'échographie fait bien les choses et que la fraction d'éjection est aussi importante dans la prise en charge de ces patients. Mais dans certaines situations, quand on a besoin de voir la structure, la fonction, de déterminer la cause de cette dysfonction biventriculaire, là, l'échographie, elle peut faire défaut et on a besoin du scanner et notamment de l'IRM pour apporter des informations additionnelles et complémentaires. En voyant en fait l'évaluation de la dysfonction biventriculaire en imagerie, il y a ces recommandations de l'AHA en 2022 qui n'ont pas en fait changé en ce qui concerne l'imagerie et on voit que l'IRM et le scanner, ce sont des recommandations de classe 1, l'IRM ici en 2A, l'IRM en 2B, on va les détailler par la suite, mais aussi l'intérêt de la radiographie thoracique comme classe 1. En effet, la radiographie thoracique pour évaluer ces insuffisances, donc on voit pour évaluer ces patients à insuffisance cardiaque,
On voit la cardiomégalie qui est étudiée par l'index cardiothoracique, qui est supérieur à 0,5. Et on appréciera aussi la présence d'un œdème alvéolaire étendu par ce syndrome alvéolaire bilatéral qui décrit cet aspect caractéristique en aile de papillon, qui traduit l'OAP, mais aussi les congestions veineuses pulmonaires qu'ils ont bien vues c'est vrai sur la radio, mais meilleures sur le scanner par cet épaississement des lignes septales interlobulaires et l'augmentation des vénules pulmonaires. Finalement, quel est l'examen qu'on va choisir qui va, pour répondre à cette question, il faut que ça soit disponible. Ça dépend de l'expertise locale dans le centre où vous travaillez, les caractéristiques du patient lui-même, l'indication, qu'est-ce que vous cherchez, et tout en limitant, bien sûr, le recours au rayon X. Et là, c'est l'IRM qui va répondre à toutes ces questions et à tous ces items. Et on va détailler les différentes séquences dans cette présentation. En effet, l'IRM va évaluer de façon hautement reproductible et précise les volumes cardiaques et qui sont indexés au poids et à la taille du patient. On va apprécier les masses. On va apprécier la fraction d'éjection du VG, comme on sait tous que l'IRM est le gold standard pour apprécier cette fraction d'éjection, et surtout la fraction d'éjection du VD, qui est très difficile, plus ou moins difficile en échographie. Et l'IRM, elle va apprécier non seulement le cœur, mais aussi les structures avoisinantes. Et comme il n'y a pas de rayon, c'est intéressant pour les cardiopathies congénitale. Vous voyez ici, c'est un cas tout récent d'une tétralogie de Fallot opérée avec cette fibrose étendue à tout le VD et au septum interventriculaire avec une dysfonction biventriculaire. En effet, l'IRM permet la caractérisation du myocarde, d'où va en dépendre l'étiologie, et il y a une séquence très robuste qu'on connaît tous, c'est la LGE, le rehaussement tardif, qui traduit la présence de la fibrose, du dommage myocardique. Et en fait, ce rehaussement tardif, il va scinder les étiologies en pathologie ischémique et non ischémique. Et comme vous voyez là, si on a un rehaussement tardif sous-endocardique, on est dans l'ischémie. Si c'est comme dans ce cas-là, sous-épicardique, là c'était un cas de myocardite. Et en fait, cette séquence de rehaussement tardif qui traduit la fibrose, qui est très fréquente dans l'insuffisance cardiaque, et c'est un biomarqueur très important en imagerie, et il est associé à un risque très élevé d'admission fréquente pour insuffisance cardiaque, d'arythmie ventriculaire, de recours à la transplantation cardiaque, de risque de mort subite et des issues défavorables avec et tout ceci va bien sûr assurer la stratification du risque du patient. Et dans les publications, on parle aussi, s'il n'y a pas de rehaussement tardif, c'est plutôt prédictif que ce remodelage cardiaque pourrait être réversible et on pourrait récupérer de la fonction cardiaque. Et on voit bien dans cette méta-analyse qui vient de sortir qu'on insiste encore une fois sur ce rehaussement tardif dans les événements cardiovasculaires majeurs et dans leur incidence et l'implication sur l'arythmie ventriculaire. Mais cette séquence de rehaussement tardif, elle pourrait parfois mise en défaut quand c'est diffus. Et pour pallier à ça, il y a l'imagerie paramétrique et notamment le T1 mapping. En fait, ce T1 mapping, il va permettre de caractériser l'espace interstitiel, de détecter et de quantifier la fibrose, notamment diffuse, et de détecter les maladies infiltrantes diffuses, donc des informations diagnostiques, mais aussi pronostiques. On voit grossièrement que ce T1 mapping, s'il est supérieur à 1100 millisecondes, on va le voir dans la fibrose diffuse, dans l'amylose, dans l'œdème myocardique. Quand il est moins de 850 millisecondes, c'est plutôt la maladie de Fabry et l'hémochromatose. Et à partir du T1 mapping natif, qu'on va acquérir avant injection de gadolinium,
et puis on va injecter notre patient. 15 minutes après, bien sûr, on devrait avoir l'hématocrite du patient, une hématocrite récente, maximum 48 heures de la réalisation de l'IRM pour calculer cet ECV. Et cet ECV était bien corollaire au degré de fibrose retrouvé en histologie, à la dysfonction ventriculaire, à la rigidité du ventricule et aux marqueurs biologiques. Et dans ce papier, on décrit même que un ECV supérieur à 30%, même s'il n'y a pas de rehaussement sur la séquence de rehaussement tardif, ça augmente le risque de 2,5 donc, chez ces patients-là. Dans le contexte aigu, il y a aussi l'intérêt du T2 mapping pour voir l'œdème, la perfusion pour détecter l'ischémie, mais aussi cet exemple de myocardite où on voit l'hyperperfusion et le rehaussement ici tardif donc sur la séquence PSIR. Le strain, en fait, nous aussi, on pourrait faire le strain en IRM et c'est vrai que c'est encore du domaine de la recherche, mais ça a montré une bonne corrélation à ce qui est fait en échographie. Il y a différentes façons de faire le strain. Nous, on dispose dans notre machine du tagging. Ça veut dire quoi ce tagging? En fait, c'est un véritable tatouage du myocarde, par ces lignes noires, et on verra la déformation de ces losanges, en fait, de ces carrés qui deviennent des losanges, et ça, c'est un tagging qui est normal. On pourra aussi apprécier la dilatation de l'OG, que ce soit par la mesure de la surface ou du volume. On pourra aussi voir le flux transmitral de façon déjà à l'œil nu, mais aussi on pourrait quantifier, voir les tracés et redresser aussi le degré de sévérité, reclasser même les patients, donc des informations d'ordre pronostic. On voit ici un cas tout récent d'une maladie de Barlow, donc avec une dysfonction, un prolapsus bivalvulaire avec cette disjonction de l'anneau mitral. Aussi, le cas des flots, ça a un intérêt aussi, surtout quand ces flux sont complexes. Si on voit les étiologies des dysfonctions, c'est beaucoup dans la littérature, le Takotsubo, la Covid, il y en a plein, et l'IRM, elle a son intérêt en fait pour guider plus ou moins en intégrant le T1, le T2, la séquence de rehaussement tardif, tout pour prédire plus ou moins les étiologies. En voici, ça c'est le cas qu'a présenté Dr Salma Sharfeddine. En fait, nous on l'a reçu en IRM, c'était un jeune, il avait un épisode d'une grippe, et puis on découvre chez lui une dilatation, une cardiopathie dilatée, la troponine était à 200, et bien sûr, on retrouve que la dilatation du myocarde avec cet hypersignal discret en T2, de la paroi latérale, une prise de contraste linéaire de la paroi latérale du VG et une fraction d'éjection du VG à 13,5%. Et regardez cette séquence ciné avec cette hypokinésie de toute globale, avec une akinésie plutôt septale. On voit là une couple en vax. Je pourrais marcher, faire fonctionner cette séquence, s'il vous plaît. Celle-là, oui. Et regardez le tagging. Regardez, ici, on a les carreaux qui ne se déforment presque pas, il n'y a pas de forme losangique. Donc, on voit la cinétique de rehaussement, la cinétique, en fait, du myocarde qui ne se déforme presque pas. Donc, tous les critères de Lake Lewis ont été bien retrouvés chez ce patient, et c'était une cardiopathie dilatée suite à une myocardite. Là, c'est une femme jeune de 39 ans. Elle a une hypertrophie du VG, mais aussi du VD. Sur la séquence du PSIR, on arrive à annuler très mal le signal du myocarde. Voici, je vous ai mis une PSIR normale. On devrait avoir un myocarde en noir. Là, c'est gris clair. Et on avait la chance, à cette époque, d'avoir le mapping. Et vous voyez le T1 mapping à 1204 millisecondes. Et on avait calculé la VEC à 43,6%. Et c'est une amylose. Et il faut savoir, dans le cadre de l'amylose, quand on a un rehaussement tardif qui est diffus, on le décrit dans cet article que c'est corrélé à un mauvais pronostic.
Un autre cas d'une amylose, donc un cas ancien, où on voit donc le rehaussement tardif du septum interventriculaire, du septum interauriculaire et même donc des oreillettes. Un cas d'une dysfonction, d'un homme d'une femme de 34 ans, où on voit une CMH biventriculaire avec le rehaussement donc tardif, qui était très étendu. En fait, je n'ai mis qu'une seule image. Et en fait, on sait bien le rôle de l'IRM dans cette CMH pour prédire l'épaisseur maximale donc, de la paroi, puisque si c'est supérieur à 30 mm, c'est corrélé à un risque donc, de mort subite, mais aussi un rehaussement tardif et le quantifier à plus que 15%. Malheureusement, on ne dispose pas des logiciels qui peuvent le faire. Quand c'est étendu, on le dit. Et puis, si on a une dysfonction en plus du VG, les deux, donc, selon les dernières recommandations, on pourrait proposer donc, chez ces patients un défibrillateur. Mais aussi, donc, l'IRM, elle va permettre une bonne visualisation des ventricules, détecter une CMH apicale et donc, les critères d'obstruction, à savoir le sein. Là, un cas d'un patient de 63 ans, c'était un cas, donc, il avait un syndrome coronarien en avril 2023. Quelques mois après, il vient à l'IRM et on voit bien, pardon, je ne pourrais pas revenir. Dr. William, probably you should conclude. OK. Donc, c'était juste pour montrer en fait les facteurs de mauvais pronostic, à savoir l'étendue du rehaussement tardif, le rehaussement transmural, la présence de no reflow et la fraction d'éjection qui était abaissée. Bien sûr aussi, donc, on parle de coronaire, donc il y a l'intérêt aussi du scanner pour voir et classer en quadrats nos plaques et donc voir ces plaques. Et puis, un mot sur l'intelligence artificielle, donc il faut en parler. Et la littérature parle bien de la détection de cette physiopathologie, de la dysfonction biventriculaire. Et finalement, pour conclure, on voit que l'IRM cardiaque, c'est vraiment le all-in-one. Ça va faire tout. Ça va prédire l'étiologie, ça va stratifier le risque, une meilleure prédilection du risque de mort. Et puis, ça va aider la prise en charge de ce patient à insuffisance cardiaque. Et là, c'est une pierre angulaire dans la prise en charge de ces patients. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va passer au professeur Laïla Abid, qui est une des pionnières dans l'insuffisance cardiaque et une des rares chefs de service dans un pays du bassin méditerranéen, chef de service de cardiologie, et qui a fait beaucoup pour la cardiologie tunisienne. Et donc Laïla, tu vas nous parler du traitement médical, et on est toujours dans la session biventricular dysfunction. Merci, professeur Baza. Bonjour à tous. Je vous remercie tous pour votre présence dans cette session organisée par le service de cardiologie du SFAX en collaboration avec la STCCCV pour parler d'un sujet très intéressant qui nous pose des problèmes dans notre pratique courante, l'insuffisance cardiaque avancée. Et j'ai la tâche lourde de vous parler de la place du traitement médical. Est-ce que vraiment il garde de la place dans l'insuffisance cardiaque avancée? Et je vais commencer rapidement par la définition, vous rappeler c'est quoi en fait l'insuffisance cardiaque avancée, en se basant sur le consensus ou le position statement de la Société européenne de cardiologie, le groupe d'insuffisance cardiaque. En fait, pour parler d'insuffisance cardiaque avancée, il faut que le patient présente ces critères en dépit d'un traitement médical optimal. Et l'un de ces critères, donc, c'est le fait que le patient persiste symptomatique sous traitement. Le patient, il a de l'insuffisance cardiaque sévère avec une fraction d'éjection inférieure à 30%, l'altération de la fonction systolique du VD, donc l'insuffisance cardiaque biventriculaire. Le patient qui est hospitalisé fréquemment pour des épisodes d'OAP où il fait des arythmies malignes nécessitant l'hospitalisation dans les 12 mois et une altération sévère de la capacité fonctionnelle à l'effort. Et regardez, si on regarde bien la définition, on parle d'insuffisance cardiaque avancée en dépit du traitement médical optimal. Ça suppose, en regardant la définition, qu'il n'y a aucune place au traitement médical
optimale, c'est-à-dire les sous-traitements médical optimal et persiste symptomatique, donc c'est l'insuffisance cardiaque avancée. Mais en effet, est-ce que vraiment on a besoin de ce traitement médical? L'insuffisance cardiaque avancée n'est pas rare. C'est 10% des cas de patients insuffisants cardiaques qui, au bout de 5 ans, vont évoluer vers l'insuffisance cardiaque avancée. Et ce sont des patients qui ont effectivement un très mauvais pronostic, une mortalité qui est très élevée, qui arrive même 30-40%, et avec une fréquence, comme je l'ai dit, qui ne cesse d'augmenter, vu le vieillissement de la population, vu l'amélioration de prise en charge des patients insuffisants cardiaques et avec une meilleure survie. Comme je l'ai dit, donc une mortalité élevée, un risque résiduel important, comme vous le voyez en dépit du traitement médical optimal qui arrive à 40%, c'est un risque de mortalité qui dépasse même la maladie athérosclérotique, comme vous le voyez ici. Et regardez ici cette figure que j'ai beaucoup aimée. Lorsque le patient il évolue vers l'insuffisance cardiaque avancée, les courbes ils vont se croiser. Le traitement médical, donc là vous voyez la courbe qui va baisser, donc le traitement médical, on va voir qu'il perd sa place. De façon parallèle, contrairement, la courbe de traitement avec l'assistance circulatoire, avec les moyens d'assistance, il va grimper, il va avoir de plus en plus de place dans cette situation. Alors, j'ai beaucoup aimé ce papier qui résume la prise en charge des patients qui ont de l'insuffisance cardiaque avancée. Donc, certainement, il faut essayer d'instaurer et d'optimiser le traitement médical, l'optimiser le DMT, c'est le Guideline Direct Medical Treatment in Heart Failure, tout ce qui est la resynchronisation. Après, il faut voir si le patient, s'il persiste symptomatique, est-ce que c'est un bon candidat pour l'assistance circulatoire ou la transplantation cardiaque. Et après, si ce n'est pas le cas, pourrait discuter les nouveaux médicaments de l'insuffisance cardiaque avancée tels que l'omecamtiv mécarbyle et le vericiguat. Bon, on attend les résultats parce qu'il y a des résultats en cours. Les premiers résultats étaient prometteurs, mais on est en train d'entendre les résultats en cours pour vraiment valider, signer la place de ces traitements dans l'insuffisance cardiaque avancée, bien que, par exemple, pour le vericiguat, c'est en classe 2B maintenant dans les recommandations. Alors, vous êtes tous d'accord que le traitement, le GDMT, le traitement optimal de l'insuffisance cardiaque, c'est le traitement pilier de l'insuffisance cardiaque, les 4 pillars, et dans le cas d'insuffisance cardiaque avancée, il faut toujours les essayer. Il ne faut pas vraiment espérer un grand effet, bénéfice, mais il faut toujours les essayer chez ces patients insuffisants cardiaques avancés. Et là, en se basant sur les données récentes, par exemple de DAPA-HF avec dapagliflozine, on a noté qu'il y a une interaction entre la classe fonctionnelle et l'effet du traitement médical. Certainement, chez les patients qui sont au stade classe 3, 4 de l'NYHA, ils bénéficient moins de ce traitement médical. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les donner, on doit les tenter, on doit essayer de les optimiser, mais on ne doit pas espérer un effet vraiment spectaculaire chez ce patient. La même chose pour l'ARNI dans l'étude Paradigm HF. Et je dirais, on manque, parce qu'on manque de clinical trials destinés pour l'insuffisance cardiaque avancée. À part, par exemple, vous voyez ici l'étude LIVE qui a comparé valsartan, sacubitril, valsartan pour les patients qui ont de l'insuffisance cardiaque avancée en répondant à la définition, où les critères primaires étaient la réduction de taux de NT-proBNP qui est revenu négatif. On n'a pas beaucoup de data pour nous répondre à cette question. C'est pour cela on dit qu'en traitant ces patients qui ont de l'insuffisance cardiaque avancée, on se base sur l'experience-based medicine et not on the evidence-based medicine. Voilà, donc vous êtes d'accord que c'est difficile dans notre pratique courante d'implémenter, d'optimiser, parce on se trouve face à des limites, l'hypotension symptomatique, l'hypotension sévère, l'aggravation de la fonction rénale, et même si on va instaurer le traitement, on est confronté à ce risque-là d'hypotension, d'aggravation de la fonction rénale. Donc, quel que soit pour initier ou pour maintenir le traitement, on est limité dans notre pratique courante. Et il y a cet acronyme, le I Need Help, qui nous a été proposé pour nous aider de prendre en charge ces patients. Et ça a été, là je vous rappelle rapidement ce qu'est ce I Need Help. Ça comporte donc les marqueurs qui orientent vers le caractère avancé de l'insuffisance cardiaque et par la nécessité d'utilisation des inotropes. N, c'est un stade avancé de la classe NYHA avec un taux élevé de NT-proBNP. I, c'est l'atteinte rénale et hépatique, le retentissement rénal hépatique.
if pour la fraction d'éjection inférieure à 20%, dit la nécessité donc de choc approprié, H pour l'hospitalisation dans les 12 mois, if pour les œdèmes, la nécessité d'augmenter les doses de diurétique, L pour une pression artérielle basse, et puis nécessité de réduire, voire même d'arrêter le traitement de l'insuffisance cardiaque. Et je reprends la diapo qui a été présentée tout à l'heure par Salma. Le registre HELP HF a essayé, en fait, en utilisant cet acronyme, de répondre à la question pourquoi le traitement optimal de l'insuffisance cardiaque est sous-prescrit, sous-dosé chez les patients insuffisants cardiaques avancés. Et là, vous voyez, pour les ARNI, les ACE inhibitors, pour les anti-aldostérones, il y a le problème surtout de l'hypotension, l'insuffisance rénale pour l'anti-aldostérone, les inhibiteurs système rénine-angiotensine, et l'hypotension, surtout aussi, on la trouve pour les bêta-bloquants. Donc, et ça a été corrélé aux événements cardiovasculaires. Si on revient aussi à cette étude live avec le sacubitril/valsartan, dans 18%, on n'a pas pu introduire le traitement chez ces patients-là. Quand même, 18%, c'est important. Et là, vous voyez pourquoi, les facteurs limitants, l'hypotension. Et là, vous voyez, ça dépend. Ce n'est pas le chiffre, c'est le caractère symptomatique de cette hypotension, l'insuffisance rénale, la sévérité d'une insuffisance mitrale, les patients qui ne prenaient pas avant des bloqueurs système rénine-angiotensine, et donc les patients qui sont resynchronisés. Voilà, certainement les patients à haut risque sont les patients qui vont bénéficier le plus du traitement au prix de quelques effets secondaires. Donc la réduction absolue du risque elle est importante chez ces patients qui sont à haut risque. Donc vraiment, chez ces patients-là, on doit, comme je l'ai dit, instaurer doucement le traitement parce que certainement il y a la maltolérance, l'intolérance de ce traitement, mais il y a un bénéfice qui est très important. Et par analogie, par exemple, l'angioplastie à la phase aiguë de l'IDM, il est à plus à risque qu'une angioplastie en cours d'un syndrome coronarien aigu, mais on n'arrête pas de faire l'angioplastie. C'est important de la faire, ça sauve des vies. Alors, quelles sont les recommandations, les tips pour vraiment essayer d'instaurer, d'optimiser ce traitement chez les patients insuffisants cardiaques avancés? Comme je l'ai dit, on n'a pas de grandes études randomisées. On va se baser essentiellement sur notre expérience pratique. Et donc, vraiment, il faut commencer, comme vous le savez, par les faibles doses. Éviter, par exemple, d'introduire les bêta-bloquants lorsque le patient est en état de congestion très importante. L'association anti-aldostérone, comme vous le savez, et les GLT2 inhibiteurs aussi, est très importante pour réduire le risque d'hypercalémie, d'aggravation de la fonction rénale. Après la resynchro, on peut introduire doucement les bêta-bloquants. Et n'hésitez pas à retester, à réessayer d'introduire ces molécules. Et là, l'exemple d'une excellente association, c'est les anti-aldostérones avec les GLT2, moins de risque d'hypercalémie. Et pour maintenir le traitement, puisqu'on va avoir moins d'hypercalémie, on va maintenir le traitement et les anti-GLT2. Et bien sûr, ce qui est recommandé, c'est d'essayer de donner les 4 molécules, faible dose, augmentées progressivement. Et les particularités dans l'insuffisance cardiaque avancée, c'est on ne perd rien de commencer par les très faibles doses, même les plus faibles doses. Par exemple, le sacubitril, le valsartan, on peut donner le 1,5, même le 1,5 un jour sur 2, même le 1,5 tous les 2 jours. Et après, en associant avec les autres molécules, on l'a discuté hier avec Dr Hached, il y a une amélioration sur le plan hémodynamique de ces patients et on pourrait optimiser le traitement, mais il faut que ça soit très très doux avec les faibles doses. L'ivabradine, je pense que vous êtes d'accord, il nous rend service dans cette situation d'insuffisance cardiaque avancée, la situation où les patients qui ont des pressions de remplissage élevées, qui sont tachycardes, où on est limité, on ne peut pas donner généralement les bêta-bloquants. L'ivabradine, avec sa bonne tolérance hémodynamique, c'est la bonne molécule à instaurer et après, elle va nous aider d'introduire les bêta-bloquants et l'optimiser, les doses, donc parce qu'ils ont aussi un effet sur le remodelage ventriculaire. Et j'ai aussi une remarque très importante sur l'état de congestion de ces patients-là à la phase hospitalière. Certes, on aura besoin de diurétiques pour décongestionner le patient, mais n'oubliez pas que les bloqueurs du système rénine-angiotensine, ARNI, IEC, ARB, ont un effet de décongestion qui est très important, qui nous permet de réduire la dose de diurétique. Donc, dès que l'état de congestion le permet, le patient en euvolémie, on introduit ces molécules et après, on essaie de réduire les doses diurétiques et d'optimiser le traitement. Je partage avec vous rapidement ces 2 algorithmes d'optimisation de traitement de l'insuffisance cardiaque et surtout en optimisant aussi les diurétiques.
ne se précipitez pas à arrêter le traitement de l'insuffisance cardiaque. Il faut s'assurer que cette hypotension n'est pas due à d'autres médicaments qu'il faut arrêter, ou les symptômes ne sont pas dus à cette hypotension, et après, selon le profil du patient. La même chose, c'est un algorithme très pratique pour l'optimisation de l'aggravation de l'insuffisance cardiaque chez ces patients insuffisants cardiaques avancés. Et bien sûr, comme je l'ai dit, il faut toujours tenter, il ne faut pas s'arrêter dès que le traitement il a été mal toléré par les patients. Donc rapidement, voici ce que je pense concernant les molécules de l'insuffisance cardiaque qu'il faut instaurer rapidement en cas d'insuffisance cardiaque avancée. Les GLUT inhibiteurs, c'est les molécules de toutes les situations qui sont bien tolérées. Ils n'ont pas d'effet pratiquement sur la pression artérielle, bien tolérés sur le plan rénal, voire même ils améliorent la fonction rénale. Pour les anti-aldostérone, on a cette limitation surtout sur le plan rénal. Et pour les ARNI et les bêta-bloquants, c'est surtout... Donc, il y a une meilleure tolérance rénale pour les ARNI par rapport, par exemple, aux IEC. Et donc, on peut aussi les donner. Voilà mes take-home message. Donc, l'insuffisance cardiaque avancée, et surtout cette atteinte biventriculaire, on la voit dans les stades d'insuffisance cardiaque avancée, c'est pas rare. Il faut vraiment, c'est à peu près 10% des situations avec une mortalité élevée. C'est un challenge de prise en charge thérapeutique. On est en attente des résultats randomisés à plus grande échelle. Le traitement médical optimal, le traitement, donc, il a de la place, il garde sa place, mais il faut savoir l'instaurer doucement, progressivement, et n'hésitez pas à le réintroduire chaque fois que c'est mal toléré par le patient, et essayez donc d'instaurer ces 4 pillars chez ces patients insuffisants cardiaques tant que c'est possible. Merci pour votre attention. Bravo, professeur Abid. Une fois encore, professeur Abid est la chef de service. Et aujourd'hui, notre session, c'est une session qui a été co-designée par son service de cardiologie à l'hôpital Hedi Sheikh à Sfax et la STCCCV. Maintenant, c'est vraiment un grand honneur et un grand plaisir to introduce Professor Faris Badr. He's in the Cleveland, Abu Dhabi clinic. He used to be the lead in Utah University of the Advanced Heart Failure Program and Transplant Program. He's doing the same, I guess, in Abu Dhabi with many successes. I'm sure he will show us some. And again, we are deeply honored to have you with us today. Thank you very much, Professor, and thank you again, Professor Leila, Professor Salim, Professor Salma, and the rest of the organizing committee for inviting me to this wonderful meeting again, which means that I hopefully did a good job last year to be here again this year. When I was looking at the title of the session of biventricular dysfunction, one of the things I struggled with is to decide whether we're talking about acute or chronic biventricular dysfunction, because my session is on devices. And of course, devices for acute heart failure are different from devices in chronic heart failure. And as I was sitting through the session here, we've heard a mix of English and French, obviously, acute and chronic from a diagnostic and management standpoint. So what I decided to do, first of all, is that I will not mix English and French for obvious reasons, but I will take you through a case that started as acute heart failure that then became chronic, and then walk you through the devices along the way. So this is a 14-year-old female that was transferred to us from Oman with acute decompensated heart failure complicated by cardiogenic shock and multi-organ dysfunction. This is kind of a sample of her initial laboratory studies. She had hyponatremia, indicating the chronicity of her diagnosis before she presented to us. But she came in with an NT-proBNP of almost 45,000, lactate that is already 3.5. She was already coagulopathic with an INR of 1.5, although she was not on anticoagulation. I want to kind of set the stage here for you to start thinking about this concept of biventricular dysfunction that we have to always think about, and as we heard from the previous presentations. These are her chest x-rays in Oman and when she came into Cleveland Clinic in Abu Dhabi. And just for the case of perspective, look at the normal echoes up in the screen and then look at her echoes down. So just for comparison, again, this is a 14-year-old who 3 months ago
was walking and climbing mountains, but then presented like this to us. But looking at her echo now, clearly you can tell that she had heart failure probably for some time, which we then realized is based on a familial history of cardiomyopathy, but she only decompensated very recently within the last couple of weeks. And this is something that you need to keep in mind about young patients. They can compensate for a long time, and then when they crash very rapidly, very suddenly. We started her on dobutamine, and actually we increased the dobutamine that she was on from the other hospital to about 10 mics per kilogram per minute. We added milrinone at 0.25 mics per kilogram per minute. We added a furosemide drip. We covered her with broad-spectrum antibiotics. We put all the lines, including PA catheter, which we use to guide our management in the context of severe cardiogenic shock. And these were her initial numbers. She had very high filling pressures with a CVP of 28, pulmonary capillary wedge pressure of 32, and a cardiac index of only 1.1, severely reduced function. So back to what we heard during the presentation, and Hatem kind of made a quick comment about not ignoring the RV when you're evaluating these patients in cardiogenic shock. There are some few hemodynamic numbers that would really be very helpful if you remember, if you're trying to understand if the RV is working or not working very well. Simply calculating the CVP to wedge ratio can tell you if the RV is compensating or not compensating. If this ratio is more than 0.63, it means that the RV is probably not working very well. Remembering something like PAPI, which is pulmonary artery pulsatility index, which is systolic PA pressure minus diastolic PA pressure divided by the CVP. If this is less than 2, that means that the RV is dysfunctional. If it's less than 1, it means it's severely dysfunctional. So going back to where we were before with the case, if you look at the CVP and the wedge here, the CVP and the wedge are almost equal. And if you do the PA systolic minus the diastolic, you'll end up with 15, and you divide that by the CVP, that's almost 0.5 or 0.6. This is a severely reduced RV function as well. With that, we start approaching the case as a case of biventricular dysfunction, not just simply a case that requires left ventricular support. So by day 4, the patient already has a higher lactate. Despite all of the inotropic support, her mixed venous saturation is only 28%, which means that her cardiac index is still severely depressed. Norepinephrine was added, metolazone to the diuretic mix, and then of course we decided to go ahead with acute mechanical support, and we placed her on VA ECMO. And I'll go now through the kind of sequence of thinking about devices in these patients, but we needed in this case a device that supports the entire system, not just simply the LV. We started the transplant workup and completed it very quickly to put her on the transplant waiting list while she is on support. You've heard about the Intermax profile when it comes to classifying people who are presenting with advanced heart failure, whether they're very acute or very chronic. It ranges from profile 1, which is the critical crashing and burning patient, all the way to the advanced class 3 heart failure patient, and with all profiles in between. Most of the patients we deal with in an acute setting are either going to be Intermax 1 or relatively Intermax 2 if they're progressively declining or inotropes within days, for example. So this is the spectrum of devices for acute support. You're familiar with the balloon pump, but the balloon pump is not a powerful enough device to support patients when they're in this degree of shock. Impella is another choice. Tandem heart is rarely used around the world and only at certain centers. And of course, ECMO, which is probably the most commonly used device, especially in Europe and in the rest of the world where it's available, is what we use for comprehensive systematic support. Impella is an easy-to-place device, but is obviously limited by the cost of it. It's placing a catheter into the LV, which takes blood from the LV, and then through a motor, which is right here. Anyway, so if you take the blood from the LV through the motor that is immediately outside the aortic valve, the blood is ejected systemically
for supporting the LV. This requires that the RV is in good shape, because you're now unloading the LV and taking this good cardiac output to the RV, so you really need to have an RV that works with you, and this applies to anything that supports primarily the LV without any support for the RV. So keep thinking about the RV whenever you're supporting the LV without any support for the RV. But Impella resulted in significant improvement in blood pressure and in pulmonary artery wedge pressure when it was studied. And it also resulted in significant improvement in what we call the cardiac power output. And the cardiac power output is, again, a very simple and important parameter to assess the situation in cardiogenic shock patients. And it's usually something that we kind of look at in trying to decide whether this patient is heading in the right direction or heading in the wrong direction as well. And cardiac power output was significantly improved in patients with Impella as well. Impella has its own complications because of the big catheter, usually, and especially if it's placed in the leg. Limb ischemia, hemolysis is a big issue for Impella, depending on the speed that you're using it with. But at the end of the day, it's a very good device if the patient is in this intermediate level of shock and requires primarily left-sided support as opposed to a comprehensive systematic support. There is an Impella RP, which is dedicated to supporting the RV. This goes through the venous axis all the way to the right side of the heart, and then it goes into the pulmonary artery. It basically supports the right heart when it fails, and it resulted in significant improvement of both the cardiac index as well as reduction in CVP, markers that indicate improvement in RV performance. Impella RP is not widely used, but it's used in certain centers, and it succeeded in patients who had primarily RV dysfunction, especially post left ventricular assist device placement or post heart transplant in the acute setting. Tandem heart is rarely used and only limited to certain centers, but tandem heart is basically going transeptally from the right atrium to the left atrium, taking blood from the left atrium, and then with a pump outside the body, ejecting it back into the femoral artery. So in a way, it is a support for the entire system, which is the entire heart. But like I said, because of the technical challenges related to it, it's not widely used worldwide. ECMO is a very commonly used approach to supporting people, especially with biventricular failure. ECMO can be cannulated, of course, peripherally most commonly through the femoral vein and femoral artery, and ECMO provides the most robust support of all of these devices. ECMO can be attached to an oxygenator, and of course, it then becomes almost a complete cardiopulmonary bypass system. So if you look at different modalities of support, ECMO provides the most support when it comes to cardiac output. However, compared to other modalities, it actually ends up increasing the afterload on the heart because you're ejecting the blood in a powerful manner against the direction of the normal flow from the heart. So for that, we commonly use what we call unloading of the left ventricle, either with a balloon pump or with an Impella. At the same time, we're using ECMO because we need to improve that afterload from the heart and prevent the patient from going into pulmonary edema. And in this large series, what we ended up with is that balloon pump was probably a little better than Impella in the ECMO patients, just for the purpose of unloading. There was no advantage of Impella over balloon pump for these patients in particular, but unloading in general resulted in better outcomes for these patients as opposed to not unloading. So on ECMO, we looked at our patient and we tried to study the RV carefully to decide if this RV is going to handle moving to a chronic device now. And indeed, we started with a ECMO at the higher flow of 2.5 liters per minute. And then we look at the RV at a lower flow, and we try to conclude whether this RV is going to handle a longer, more powerful support for the LV. Because this patient was on ECMO for a few weeks and did not get transplanted. We listed her, no donor was available, no transplant. Now we need to transition her to a chronic
support system, and that's the left ventricular assist device. So in a thinking process, when you get a patient with some sort of a shock, if the patient has an acute deterioration and you need to make a decision yet on what the patient is going to be a candidate for, you need to go with one of the short-term devices. If the patient has an indication, because you already studied the patient and decided that the patient is a candidate for assist devices or heart transplant, then you go with one of the long-term surgical devices. That indication is either going to be destination or transplant. The advantage of doing the short-term device is that you will go from the short-term device to the long-term device once you study the patient and you know that they don't have anti-contraindications. But the patient can also recover, and go back to a baseline on the short-term device to where you can take the short-term device out. Of course, if patients continue to deteriorate and go into end organ dysfunction, then they can be palliative patients. You need to optimize the RV, as you heard from the previous presentations. Make sure the preload is acceptable, make sure the afterload is acceptable, and of course, use inotropes to support contractility. So what did we do for the patient? We took her for an LVAD surgery. Unfortunately, the RV did not handle the LVAD very well, but we were kind of prepared for that because we knew that this RV is not working very well. So we ended up with a temporary RVAD inserted for the RV, and the cannulation in this case was through the femoral vein, and the outflow was from the pulmonary artery. Chest is closed, so now the patient has a left ventricular assist device and has a temporary RVAD. Now we need to train this RV gradually for us to kind of take it out over time so she can be just a left ventricular assist device patient that can then wait for transplantation. Day 14, she was extubated, hemodynamically stable, off dialysis, PA catheter was removed. This is the assist device, and now her hemodynamics look very good. This is how we progressively trained the RV. We kept going down on the blue line on the temporary RVAD, which is like an ECMO for the RV only. Temporary RVAD support going down on the flow while we're looking carefully at the RV from all of the parameters that you heard. The assessment of the cardiac output by non-invasive methods with the echocardiogram, the assessment by hemodynamics, and the assessment by biomarkers. So we kept going down, and when we felt that the RV is ready, we ended up taking the RVAD out and left the patient with just the assist device as the chronic LVAD patient who then waited on the waiting list for heart transplant. So my take-home messages here are, number one, invasive hemodynamics improve management of cardiogenic shock when used in the right patient at the right time. When medical therapy is failing, mechanical support should not be delayed. Before choosing mechanical circulatory support, careful assessment of the RV involvement through clinical, biochemical, structural, and hemodynamic criteria should be done. For single device support, the balloon pump provides very minimal support, Impella provides more support, tandem heart provides more support, and ECMO provides the most robust support, especially if you need it for biventricular failure. Unloading or venting, as it's used, improves outcomes with ECMO. You can use a balloon pump for this. You don't need to use Impella for unloading. Randomized studies are significantly lacking for all forms of hemodynamic support. Again, I would like to invite you to come to the Middle East Heart Failure Conference, which takes place in January 17 to 19. I look forward to seeing you all there. Hatem will be there, Professor Layla will be there, and we are always happy to see more from Tunis at the conference. Thank you very much. Bravo for this presentation, and I think it's an optimistic session because despite having patients with a high mortality, we see in many units that the patients survive. Maybe the two of you can go there, and maybe I have a question for Hatem. Hatem, you have a member of your fan club here, and she has a question for you. Thank you very much. Donc, I start by thanking Professor Layla Abid for this excellent session for Hedi Shaker Hospital and all the speakers for the high quality of their presentation. So I have a question for Dr. Sulaiman. If he is with us. I'm here. Okay.
So in practice, the VTE, you said that it's not just a number. So in practice, how we can monitor patient with the cardiogenic shock with VTE? So yeah, that's a good question. So the VTI itself is a useful number, but my message was not to fixate on the number. So we know that we have a reference range from 18 to 22 centimeter. But before relying on the number to guide assessment of shock, we have to make sure we exclude certain conditions. For example, if I have a number of 20, as I said, before saying that the VTI is normal, patient is not in cardiogenic shock, I have to exclude sepsis, because with sepsis you would expect much higher VTI. If you see a number of VTI of 30, which is very high, in someone with systolic acceleration across the LVOT, I cannot exclude cardiogenic shock, because that will be probably induced by dynamic obstruction of the LVOT if there is SAM, and that could be associated with right ventricular failure and cardiogenic shock. This is a situation you see often after cardiac surgery, where you have obstructive left ventricle, mid-ventricular or LVOT obstruction with very high LVOT VTI, but when you do the right ventricular VTI, you see it very low. And you will have the confirmation of reduced cardiac output due to cardiogenic shock. So my message is VTI is very useful. It is usually one of the earliest parameters I do to assess perfusion, but we have to be careful about several pitfalls before I use the number to guide my assessment of shock. But it is certainly very useful, because it's a surrogate for stroke volume, where you can now use the VTI itself without measuring the diameter of the LVT or the area. And there are now algorithms. I explained one that we proposed a few years ago, and there's another algorithm from colleagues in the United States who proposed VTI-guided assessment of patients with cardiogenic shock. Yeah. I hope I answered your question. Hatem, thank you. Leila is going to ask you another question, but maybe a comment before. Yes. What you are suggesting, in fact, is that AI should be part of the game. You mentioned the algorithm that is done in the US, but clearly we need to put several parameters. Leila. Thank you, Hatem, for this nice presentation, and thank you to be with us even online. And I'd like to congratulate you for being the EACVI General Secretary. We are very proud of you. And I have the same question than Ahsan about the VTI. So you said that in some situation like moderate or severe aortic stenosis, it isn't a reliable criteria tool to assess the left ventricle outflow. So my question, what are the other criteria to, which are reliable in this case? Yeah, so regurgitation, Professor Leila, the VTI will be overestimated if we have severe aortic regurgitation, because that will lead to increased left ventricular end diastolic volume. And that's why with patients with severe AR, you are likely to see very high LVOT VTI. And in this case, I look at the right ventricular VTI, which is underutilized and very useful to evaluate cardiac output. And actually, if patient is complex, echo is not enough. And we have just heard from Professor Badr about the use of pulmonary artery catheter. So when we have complex hemodynamic situation, whether after cardiac surgery, complex case of pulmonary hypertension, right ventricular failure, we certainly don't rely entirely on echocardiography. We also use pulmonary artery catheter to guide our evaluation of hemodynamics. But the answer to your question, if the LVOT VTI is not reliable, I look at the right side and do the RVOT VTI. But the main challenge here is that we don't have a normal reference range for the RVOT VTI. What we know is that RVOT VTI less than 10 centimeter is abnormal. But of course, we take the numbers, we take the assessment of RVOT VTI within the context of the overall cardiac assessment, the filling pressures, the left-sided filling pressures, the right-sided filling pressures, and the clinical assessment. Thank you. Marina Clément, cardiac surgeon in Paris, has a question. Yes, I have a question for the Tunisian team. We saw in this presentation that we have
a lot of tools for biventricular failure, but what about their availability in Tunisia, in particular with, I know that you put some ECMOs, but what about Impella, which is So no thanks Impella, for I this think. question, but we have no Impella in Tunisia. Also, ECMO, we are so limited until now. I think that the Tunisian Society of Cardiology, with really different instance, CNAM and other department, is here to encourage implementation of these devices. Because, as we see today, it's very important for our patient with advanced heart failure. It's a shame. It's a shame for all these patients not to be able to put this kind of device. We are very simple to it's our daily life in Europe, and here you have to push your government to. We have acquired ECMO in SFAX department, surgery SFAX department. It's recent, and in the Rabta also, the military hospital. There are some centers, but it's quite limited. For Elvad also, we have an experience with the La Rabta hospital. In SFAX, we will start with Elvad also, but it isn't really so simple. I think it will become more frequent. Probably we are, in fact, we are very lucky to have Professor Firas Badr with us. And I probably, what are the advices that you could give us to convince our Ministry of Health and to have these devices, especially Impella for the left ventricle, Impella for the right ventricle, because ECMO is available, but we need to use it more and more for our patient in collaboration with our surgeon. But how can we convince them? I think the first thing is just to show them the numbers. If you show the mortality of these cases in the absence of having a device to support them, you will make a compelling case that they have to be at least available. And I helped in the Middle East region, I helped support and start multiple programs. You don't need to have all modalities of support, but you need to have at least one, and at every major center, in every major city. So you don't need to have multiple transplant and LVAD centers, and that depends on the population. The population here in Tunisia is similar to the population in UAE, for example. Having one or two advanced heart failure centers that provide the full spectrum, including LVADs and transplant, is probably adequate. But having centers that can support patients in the acute setting with device therapy to stabilize them and then send them to those centers has to happen in every major city. And in our case, we have all these devices, but I can tell you that the cost of ECMO is lower than the cost of Impella, for example, and we end up using a lot more ECMO than we use Impella. And that's number one, is showing the data and trying to make the case that we can save a lot of lives instead of losing them by having this technology. Two, having the team. Without having a champion team, you can't push anything forward. So having a core multidisciplinary team between cardiology, cardiac surgery, cardiac ICU, anesthesia, to support the agenda for shock team is very, very important to make the case also. I see that we need to close the session, but I would like really to be optimistic. One, I'm impressed by the cases you have and how you already manage them, all of you, and it's really just impressive. Indeed, we need devices. Indeed, we need, as you said, a team and a lot of expertise, but already bravo to having organized this session, and I keep the floor to our president to give the final word. Bravo to all of you. Alors, on arrive à la fin. J'espère que ce congrès vous a plu. Ceux qui ne sont pas contents, manifestez-vous, comme ça on pourra corriger la première fois. Est-ce qu'il y a des gens non contents? Docteur Trick, elle va corriger dans l'AMCV. Est-ce qu'il y a quelqu'un de mécontent? Oui. En tout cas,
Ce fut un grand plaisir de vous voir nombreux à assister, de voir que la plupart des orateurs aussi, venant des quatre coins du monde, ont assisté. J'ai le sentiment du devoir accompli et je suis plus que content de rendre hommage aussi à quelqu'un qui sort du bureau, professeur Wafeferi, qui m'a aidé de façon draconienne et à qui je rends toujours hommage. Je rends hommage aux anciens, aux nouveaux, les jeunes, vous êtes le futur de ce pays. S'il vous plaît, ne quittez pas vers la France, parce qu'ils ne mettent pas des belles là non plus, hein. Ils mettent des ECMO. Badr قال non, on met des ECMO, pas des MPL. Ça donne moins de thrombose, l'MPL. C'est pas chirurgical, c'est mis par le cardiologue interventionnel, c'est charmant, ça donne 5 litres aussi. Les chirurgiens veulent continuer à travailler, à mettre des ECMO qui thrombosent et qui tuent plus les patients, mais on va tous mourir un jour avec un pella au sang. Et je laisse professeur Fehri dire juste 2 mots. Et merci à tous les cardiologues, à tous les jeunes cardiologues, à tous les chirurgiens, à tous les anciens, à tous les vieux, à tous les jeunes d'avoir secondé. Et vive la société tunisienne, vive la Tunisie. Madame Fehri. Moi, je tiens à remercier tout le monde, tous nos amis, confrères, tous nos invités de par le monde, de l'Europe, des États-Unis. Et je tiens à remercier mes chers collègues tunisiens. Je tiens à les remercier pour leur assistance. Mais j'ai un petit mot à adresser à Selm. Hein. Certes, je vais quitter le groupe. J'étais obligée, malheureusement, parce que j'ai des contraintes. Mais je tiens à dire, là, devant toute l'assistance, que c'est une personne exceptionnelle. On doit, à mon nom et au nom de tout au nom de tout le bureau, je le remercie pour son dévouement exceptionnel pour le progrès de la médecine, pour le progrès de la cardiologie tunisienne. Je te félicite, Selm, parce que tu n'as jamais un jour cessé de hisser la cardiologie tunisienne vers le haut, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Je te félicite, 1000 bravos, et voilà. Merci. J'étais à votre service et c'était mon devoir. Et l'année prochaine, soyons nombreux. Marhaba bikoum et au revoir. Le congrès est terminé. Et see you dans d'autres congrès tunisiens et d'autres manifestations. Bisous.